Ça y est, tu vas pouvoir enfin mettre les mains dans le cambouis et créer ton site web. On va le faire dans cette vidéo. Mais d'abord, j'ai un petit conseil à te donner. Surtout, ne perds pas ton temps à chercher à créer un site qui soit parfait. Je sais que la plupart des entrepreneurs perdent énormément de temps à travailler des détails de fou sur leur site pour le mettre en ligne une fois fini, une fois parfait. Non, lance ton site le plus tôt possible. Tu verras que tu gagneras beaucoup de temps. Tu pourras toujours faire des modifications plus tard. Donc on y va, on attaque la création de ton site web. On va le mettre en ligne dans cette vidéo. Donc la première étape, ça va être de trouver un nom de domaine et un hébergement. Le nom de domaine, c'est ce qui s'affiche ici. C'est ce qu'on appelle également l'URL. Ici, c'est un petit peu le nom de ton site. Voilà, ton nom de domaine, c'est http www. Tu choisis ce que tu veux, .fr, .net, .com, voilà, tout ce que tu veux. Ça va être le nom de domaine. Et ensuite, on va choisir un hébergement. L'hébergement, c'est un petit peu la maison de ton site web. C'est ce qui va faire que ton site va être accessible en ligne aux yeux de tous. Donc, je sais qu'il y a plusieurs outils des hébergeurs. Donc, on a OVH, on a One-on-One, on a Gandhi. Tu peux prendre celui qui t'intéresse le mieux. Moi, je choisis OVH parce que c'est celui avec lequel je travaille le plus. J'en suis très satisfait pour le moment. Voilà, je te le recommande. Je vais faire toute la formation, les démonstrations sur OVH et je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc pour choisir ton nom de domaine sur OVH, tu descends un petit peu ici, tu as une barre de recherche là. Ton nom de domaine, en fait, il faut que tu ressortes ton étude du persona, l'étude de concurrence et l'étude de mots-cles. Ton nom de domaine, ça peut être c'est pas forcément en fait le même nom que ton site. Moi, je te conseille que ça le soit dans un but de cohérence pour les internautes, pour les clients qui vont venir sur le site. Mais voilà, c'est pas très important. Comme je te l'ai dit dans la vidéo d'avant, il y a une petite notion en termes de référencement. Si tu utilises des mots-clés dans ton domaine, tu es un petit peu plus favorisé. Mais si tu regardes par exemple mon site professionnel à moi, il s'appelle redback-optimisation.fr. Mais pourtant, le nom de mon site, c'est mon nom, mon prénom, Florian Zorniotti. Tout ça parce que j'ai commencé en créant un nom d'agence et après j'ai changé un petit peu ma stratégie. Tout ça pour te dire que le nom de domaine, voilà, c'est pas très important. Moi, je te conseille d'utiliser le même nom que tu vas donner à ton site, le nom de ta boîte, ton nom et ton prénom. C'est ici que tu choisis ton nom de domaine. Donc nous, on va rentrer par exemple site-nouveau. Hop, il m'a pas pris le tiret. Hop, site-nouveau.fr. Exemple, tu peux mettre .fr, .com, ce que tu veux. Et là, OVH te donne des informations. Il va t'expliquer voilà, si ton nom de domaine il est déjà pris ou il n'est pas pris. Voilà, là, il nous dit que le .fr est pris. Et si tu descends un petit peu, il te propose d'autres extensions. .ovh, .com, .paris. Voilà, donc là, les prix que tu vois ici, c'est des prix annuels. Donc là, c'est 5,49 € par an. Donc une fois que tu as choisi ton nom de domaine, ici en .fr, moi je te conseille de choisir un .fr et un .com. Donc c'est les deux principaux dans un souci de concurrence. Si jamais tu as un concurrent qui a un nom un petit peu similaire au tien, c'est intéressant de réserver les deux noms de domaine. Donc tu vas en choisir un principal. Par exemple là, ça va être le .fr. Et ensuite tu vas cocher par exemple le .com qui est ici. Voilà, moi je te conseille pas trop les .paris, .be, .ovh. Voilà, là on t'en propose toutes sortes. Voilà, moi j'aimerais rester un petit peu dans le simple, surtout qu'il y a certains navigateurs qui peuvent bloquer, par exemple les points online, les points G, enfin les points un petit peu bizarres comme ça, ça peut être bloqué. Donc voilà, reste simple, prends du .fr, prends du .com. S'ils sont disponibles, tu les prends. S'ils ne sont pas disponibles, bah, du coup, tu essayes de jouer un petit peu avec les caractères. Tu enlèves le tiret, tu mets un point, tu inverses, tu mets nouveau-site. Voilà, tu essayes un petit peu de gérer là-dessus. Je mets continuer ici, je valide. Donc je prends le .fr et le .com. Donc là, on me propose plusieurs services. Donc là, ne réfléchis pas trop. Tu prends le service Gold qui est gratuit. Ça suffit largement. Tu descends en bas, tu peux valider. Avec ton nom de domaine, on te propose de choisir un hébergement. Donc là, moi, je te conseille de choisir l'hébergement perso. Donc celui-ci est trop faible en termes de capacité. Donc on a 1 giga de disque, c'est pas énorme si tu mets un petit peu de contenu sur ton site, même pour un site vitrine, ça va jouer sur la vitesse de ton site. Donc moi je te conseille vraiment de choisir l'hébergement perso. Après voilà, si tu as un site qui est un petit peu plus gros, tu pourras choisir un service pro, cloud, voilà, ça c'est vraiment pour les très très gros sites. Mais si tu as un site vitrine, e-commerce, un blog avec moins de 500 URL, moi je te conseille de choisir l'offre perso, ça ira très très bien. Donc ici, ce que tu peux faire, tu touches à rien. Tu vas simplement ici choisir un module préinstallé. On va choisir WordPress parce que nous, on a choisi de travailler avec WordPress. Tu cliques sur WordPress. Tu valides en bas. Donc là, on va te proposer tout un tas d'offres en plus. Donc si jamais tu veux les prendre, libre à toi. Moi, je prends rien du tout. Voilà, là, j'ai mon récapitulatif de commandes. Donc j'ai deux noms de domaine, un .fr et un .com qui est ici.
Et là, ici, j'ai un hébergement pour 1 an. Voilà, donc là, si je descends un petit peu, le tarif, on est à 52 € par an. Donc ça va être renouvelé automatiquement. À chaque fois, tu vas payer par an 52 € à la même date de commande. Tu mets continuer. Voilà, là, on va te demander de créer un compte OVH. Donc simplement, voilà, tu ouvres un compte, tu rentres tes informations. On va te demander ton numéro de carte de crédit. Et une fois que tu auras commandé, c'est bon, tu auras acheté le nom de domaine et l'hébergement. Une fois que tu auras validé ton compte OVH et ton paiement, donc tu auras acheté ton nom de domaine et ton hébergement, tu vas voir que ton site, ça prend quelques minutes, environ 5-10 minutes, sera déjà en ligne. Et eux, ils vont t'envoyer plusieurs mails. Donc il y en a 2 principaux qu'il faut que tu gardes. Le premier que je t'ai mis ici, c'est les identifiants FTP. Donc tout dépend ton serveur mail, donc tu vas peut-être recevoir un autre avant. Mais voilà, moi le premier que j'ai reçu, c'est celui-ci, identifiant FTP. En fait, les FTP, c'est les dossiers et fichiers de ton site. Donc en fait, ton site, pour qu'il soit en ligne, il est fait en code HTML durant tout un tas de dossiers. Donc je te passe les détails, c'est assez compliqué. Les codes FTP, garde-les bien en mémoire. On va se servir d'un outil qui va te permettre d'accéder à tes dossiers et fichiers pour pouvoir les modifier plus tard au cours de la formation. Donc garde bien cet email, on va y revenir, je vais te montrer comment servir des codes FTP. Enfin, le deuxième email, le plus important, ici, il va te donner accès à ton site web. Donc là, il te donne le lien d'accès. Donc moi, l'URL, c'était formation-blogging-voyage.fr. Et lien d'administration. Donc sur les sites WordPress, le lien d'administration pour accéder au back-office, à ton espace personnel pour gérer ton site web, c'est ton nom de domaine /wp-admin. Et ensuite, on te donnera un nom d'administrateur, donc un identifiant ici, et un mot de passe. Toi, ce que tu vas faire quand tu cliques ici, tu vas arriver sur ton site, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est un site, moi, que j'utilise pour faire des tests en règle générale. Voilà, ça ressemblera à ça. Donc tout dépend au moment où tu regardes cette vidéo, voilà, l'image peut changer, mais en règle générale, voilà, ton site est en ligne, il ressemble à ça. Tu as une image que tu as mis WordPress au pif. Ton nom de domaine est ici, donc si tu veux accéder au back-office, tu vas taper WP admin et valider. Donc là, on accède au back-office WordPress, l'administration, ton tableau de bord. Et donc du coup, je vais te présenter un petit peu après comment servir du back-office, comment paramétrer ton site, comment le designer, le créer. Mais voilà, pour le moment, déjà, première étape franchie, ton site est en ligne. Dernière étape, comme je t'ai parlé, on va installer les codes FTP. Donc n'oublie pas qu'il y a toutes les informations dans le fichier annexe que tu peux télécharger. Tout est rédigé, tout est écrit, il y a les liens des outils que j'utilise et dont je te parle dans la formation. Là, on va utiliser un outil qu'il faut que tu télécharges qui est gratuit qui s'appelle FileZilla. Une fois installé, voici à quoi ressemble l'interface. C'est l'outil qui va te permettre du coup d'avoir des informations sur d'accéder à tes dossiers et fichiers qui font que ton site est conçu. Nous, on va s'en servir par la suite, mais là, je te présente simplement comment l'installer et le paramétrer. Donc, tu vas aller en haut à gauche, ici, cliquer sur ouvrir le gestionnaire de sites. Tu vas mettre nouveau site. Et là, tu vas remplir les informations que tu as trouvées dans le premier email qu'on t'a envoyé. L'hôte, le port. Ici, on va mettre identification normale. Et tu rentres l'identifiant et le mot de passe. Si je reprends le mail qui est là, celui-ci, voilà, j'ai le serveur, l'identifiant, le mot de passe et le port qui est toujours 21. Pour te montrer, si je me connecte au mien, hop, connexion, voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est tous les fichiers qui font la conception de ton site. Voilà, donc ils commencent tous par WP pour WordPress. On va y venir plus tard. L'important, c'est que ce soit installé, que FileZilla soit installé pour toi. Je fais un rapide tour sur les slides. Alors, je sais que tu es impatient de te mettre à la création de ton site, mais vraiment, avant de mettre les mains vraiment dans le cambouis, il reste encore quelques petites étapes. On va les voir dans les slides qui sont là. Mise en ligne de ton site, donc ça, c'est bon, on l'a fait. On va faire un zoning de ton site. Ensuite, on va faire un mapping également, donc imaginer l'architecture de ton site. On va faire en sorte que Google ne vienne pas sur ton site au début, donc ça c'est important parce que Google envoie chaque jour des robots analyser les sites web. Il les indexe dans son moteur de recherche et après il les classe suivant les requêtes que tapent les internautes. Toi, c'est important pour le moment que ton site il n'est pas terminé, il n'est pas encore créé. Donc ça sert à rien pour Google qui vienne analyser tous les jours ton site. Si voilà, il n'y a pas les informations, le site n'est pas fini. Ce qu'on va faire nous en bloquant ton site à Google, voilà, il sera invisible aux yeux de Google.
On va faire un site vraiment fini, complet, avec les contenus, une V1 de ton site, voilà. Et une fois qu'il sera bien terminé, on pourra le dévoiler à Google, qui tombera sur ton site avec déjà du contenu. Donc tu vas gagner en termes de référencement naturel parce que ton site ne sera pas vide quand Google viendra pour la première fois. Et on terminera cette première partie par le paramétrage de ton site. Et dans la prochaine vidéo, tu verras comment ajouter du design, ajouter des éléments en plus. Je te parlais de plugins, de templates. Voilà. On attaque par le zoning. Donc qu'est-ce que le zoning en fait? Pour créer ton site, il faut que tu saches un petit peu où tu veux mettre les éléments. Est-ce que tu veux mettre un logo? Est-ce que tu veux mettre un titre? Des photos? Voilà, tout ça, il faut que tu saches où tu veux le mettre sur ton site. Donc un zoning, ça ressemble à ça. Tu as généralement ce qu'on appelle un header. Donc c'est tout ce qu'il y a en haut, header, la tête. La ligne de flottaison, on en a déjà parlé. Donc c'est tout ce que, quand tu arrives sur un site, c'est tout ce que tu vois en premier où tu n'as pas besoin de scroller, de descendre dans la page. On va voir que dans le zoning, il faut que tu mettes tous les éléments principaux en haut. Donc principalement le logo ou le nom de ton site, le menu, tes réseaux sociaux, par exemple une barre de recherche également. Donc ça dépend de la thématique de ton site. Mais les éléments importants doivent être affichés toujours en haut. Ensuite, tu vas avoir les conteneurs au milieu du site. Et si je t'ai mis, voilà, par exemple, des éléments comme la sidebar ou comme le footer, c'est des éléments que tu n'es pas forcément obligé de rajouter sur ton site. Mais vu que c'est possible, je te les ai mis ici. Donc, tu as le contenu au milieu, les sidebars sur la droite, le footer en bas. Toi, il faut que tu penses un petit peu en amont de la création de ton site, savoir comment va être conçu tes pages. Comment vont être conçues tes pages. C'est important de bien l'avoir en amont. Donc en ergonomie web, on parle de la règle des 3 secondes. Donc c'est ce que je te parlais tout à l'heure au niveau de la ligne de flottaison. 3 secondes, c'est le temps qu'il faut pour comprendre de quoi parle un site web. Si en moins de 3 secondes, l'internaute n'a pas compris de quoi parle ton site, il y a un problème et en général, il s'en va du site. Donc tu dois afficher tous les éléments importants au-dessus de ces lignes de flottaison. Donc ça, tu peux prendre un bout de papier, voilà, au crayon, tu dessines des petits carrés, tu diras, voilà, là, ici, c'est mon header, qu'est-ce que je mets dans mon header, qu'est-ce que je mets dans mon conteneur, qu'est-ce que je mets dans le footer. Ça, il faut que tu penses en amont. Pour t'aider avec le zoning, je vais te parler ici de navigation Z. Ça, c'est d'après plusieurs études, c'est la façon dont l'œil de l'internaute se déplace quand il va sur un site web. En général, l'œil se porte toujours en haut à gauche. C'est pour ça qu'on met toujours le logo et le titre en haut à gauche. Ensuite, il se déplace sur la droite, ensuite sur la gauche, ensuite sur la droite. Donc voilà une petite idée de la navigation Z pour t'aider à placer un petit peu tes éléments. En général, moi je place le titre ou le logo en haut à gauche. Ensuite, je passe les réseaux sociaux et le menu un petit peu en bas à droite. Et ensuite, les éléments importants au milieu du site dans le conteneur. Et en bas de page, je peux utiliser le footer ou un sidebar ou des photos pour parler pour envoyer vers des pages importantes ou mettre des éléments importants. Donc ça, c'est pour le zoning de ton site, donc savoir où vont chaque élément. Maintenant, on va parler de mapping. Donc ça, c'est un peu plus ciblé, c'est-à-dire on va parler d'architecture de ton site, tes menus, tes catégories, des sous-catégories. Ça, on va le construire avec un outil qui s'appelle MindMaster. Je vais te le montrer de suite. N'oublie pas que tu as le lien dans le fichier annexe. Donc voilà à quoi peut ressembler un mapping de ton site. Donc avec MindMaster, tu peux commencer à créer directement des petits graphiques comme ça. Bon après, tu peux très bien le faire également par papier, hein. C'est aussi simple. Mais là au moins ça tu peux le garder, tu peux avoir un visu dessus. Donc tu as toujours une home page, la page principale, la page d'accueil. Et en dessous, voilà, l'architecture, la page 1, la page 2, le shop. Donc j'ai mis pour si jamais tu veux avoir un site e-commerce. Un blog, si tu veux faire du blogging, on va voir pour le référencement naturel que c'est vraiment essentiel d'avoir un blog sur son site. Une page à propos, une page contact, c'est vraiment les deux pages qu'on retrouve toujours sur un site web. La page à propos, c'est une page qui est vraiment souvent visitée parce que quand on arrive sur un site, on a envie de savoir à qui on a affaire. Et la page à propos, elle peut prendre la forme d'une page qui sommes-nous, entreprise par exemple, ou équipe, pour savoir quel est un petit peu qui gère un petit peu le site et quelle est l'équipe, l'entreprise qu'il y a derrière. Et la page contact toujours pour pour que les personnes puissent vous contacter directement. Donc ça aussi c'est important de le penser en amont. Donc tu as toujours page 1, tu peux avoir une catégorie, une sous-catégorie. Ça c'est important aussi pour le référencement parce qu'après on va essayer de faire du maillage interne là-dessus en faisant des liens. C'est-à-dire que ta page 1 qui est là, ta catégorie 1 elle va faire des liens dans les sous-catégories, sous-catégorie 2 et ça va aussi remonter, les éléments de sous-catégorie vont faire des liens au-dessus. Enfin voilà, là je t'en parle rapidement, c'est vraiment
pour le référencement naturel. Pour le moment, voilà, prends un bout de papier où tu tapes par MindMeister, c'est un site qui est gratuit, je t'ai mis le lien en annexe. Il te permet de travailler le menu, l'architecture de ton site, ton menu, tes catégories et tes sous-catégories. Je repasse sur les slides. Donc pour le mapping de ton site, on parle également de la règle des 3 clics. Donc tout à l'heure, on avait la règle des 3 secondes. Là, c'est la règle des 3 clics, c'est-à-dire que il faut que tu penses l'architecture de ton site pour que chaque élément, chaque page de ton site soit accessible en moins de 3 clics. C'est vraiment important parce que les internautes sont feignants. Comme la règle des 3 secondes, si tu as une page qui vont mettre 4-5 clics pour y accéder, en général, ils vont s'en aller. À moins que tu aies vraiment un contenu qui soit hyper qualitatif, que ce soit vraiment très intéressant. Mais bon, c'est pas le cas de toutes les pages. Là, il faut que 100% des pages soient accessibles en moins de 3 clics. Tu peux par exemple essayer via le site Wikipédia, donc qui est le site, un des sites les plus gros au monde. Pourtant, avec tous les liens qu'ils font, tu peux accéder à n'importe quelle information en moins de 3 clics. Tu peux le faire, j'ai testé, ça fonctionne vraiment. Comme je te l'ai dit, toujours avoir une page contact et une page à propos sur ton site. Encore une fois, la page à propos, elle peut prendre plusieurs formes, entreprise, équipe, qui sommes-nous. Voilà, c'est vraiment pour te présenter toi, ton entreprise et l'équipe qui bosse derrière. Donc quelques conseils pour l'architecture. La plupart des entrepreneurs que je vois essaient de faire quelque chose de beaucoup trop compliqué. Essayent de faire il faut que l'internaute ait les informations le plus simple possible et le plus rapidement possible. Donc ne fais pas un menu à rallonge trop compliqué. Rajoute simplement 4 ou 5 éléments. Respecte bien la règle des 3 clics. Toujours une page à propos, une page contact. Et une fois que tu as bien terminé ton mapping, tu vas pouvoir également améliorer ton zoning en voyant un petit peu ton logo, ton titre, tes réseaux sociaux, ton menu, la barre de recherche, savoir un petit peu où tu les mets et comment sur chaque page ça va s'architecturer. Et une fois que tu as terminé ton mapping, ton zoning, alors là on peut passer directement à la conception de ton site web. Donc du coup, on va passer par WordPress, tu l'as vu. Encore une fois, pourquoi on va utiliser WordPress? Tu peux déjà oublier les plateformes comme Blogger, comme Wix. Voilà, elles ne jouent pas du tout dans la même catégorie. C'est vraiment des sites qui, en général, il faut que tu payes pour faire quelque chose. Là sur WordPress, c'est vraiment quasiment 100% gratuit. Donc l'outil est gratuit, mais tu peux ajouter des éléments payants par la suite pour booster un petit peu les performances du site. Mais voilà, tu n'as pas d'abonnement mensuel, tu as simplement un nom de domaine, un hébergement. L'avantage de WordPress, donc du coup on l'a vu, c'est que la création du site elle est ultra simple. Là on vient de le faire en même pas 5 minutes. Tu n'as pas besoin de t'y connaître en code. La plateforme te livre directement un site qui est déjà codé, qui est déjà créé, toi tu n'as plus qu'à le personnaliser. Une fois ton site en ligne, tu vas pouvoir télécharger des thèmes, des templates en fait, qui sont des designs tout faits. Et encore une fois, tu vas pouvoir les personnaliser comme tu souhaites. Donc avec WordPress, tu auras également un avantage en termes de référencement, on l'avait déjà vu parce que le code de base, le code HTML de WordPress est déjà optimisé pour Google, c'est-à-dire que Google aime les sites qui utilisent WordPress, alors que par exemple si tu prends des sites comme Wix, Google n'aime pas du tout la conception des sites Wix, et en termes de référencement, du coup ce sera pas bon du tout. Et l'avantage de WordPress, comme j'ai dit, c'est vraiment 100% gratuit, quoi. Attention tout de même, il y a deux WordPress, tu as wordpress.com et wordpress.org. Nous on bosse sur wordpress.org, c'est différent, c'est la même boîte, sauf que wordpress.com il propose un abonnement mensuel également. C'est pas auto-hébergé, donc hébergé par toi-même comme on vient de le faire maintenant. C'est un hébergement chez WordPress et tu payes chez eux du coup l'abonnement mensuel pour le nom de domaine, l'hébergement et les fonctionnalités. Alors les plugins, templates, extensions, thèmes, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un petit peu tout ça? En fait, il faut que tu vois WordPress comme si tu acheté un smartphone neuf. Quand tu le reçois chez toi, qu'il est tout neuf, il n'y a rien qui est installé, tu as quelques petits éléments qui sont installés, et tu vas le personnaliser au fil du temps. Tu vas ajouter par exemple un fond d'écran. Et ça par exemple, si on fait le comparatif avec WordPress, ça va être les templates ou les thèmes. Donc ça veut dire la même chose, c'est juste que voilà, on transfère de l'onglet plugin, extension, template, thème. Le thème de ton site, c'est un design qui est tout fait, que tu installes sur ton site. Et il y a déjà des éléments qui sont pré-paramétrés. Et toi, tu n'as plus qu'à modifier le titre, les textes, ajouter des photos. Voilà, ils sont plus ou moins personnalisables. Il y a énormément de templates qui existent. Sur WordPress, si on prend toute la communauté, il y en a des millions. Toi, après, je vais te montrer comment en choisir un qui te plaît et l'installer sur ton site et commencer à le personnaliser à ta sauce. Les extensions, les plugins, tu peux les voir un petit peu comme les applications que tu télécharges sur ton smartphone. Tu vas télécharger Facebook, Instagram, les applications pour la photo, pour ta banque. Voilà, ça rajoute des fonctionnalités à ton téléphone. Les extensions plugins, c'est exactement la même chose. En plus de ton template de ton site, tu vas ajouter des fonctionnalités avec les extensions, les plugins. Par exemple, tu vas pouvoir partager ta page Facebook. Tu peux avoir des extensions de contact, des extensions de sécurité,
de performance pour le référencement naturel. Là encore une fois, il en existe des millions. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, mais voilà, 80% des plugins, même plus, sont gratuits. Maintenant, on va pouvoir passer à la configuration de ton site WordPress. Donc, je te repartage mon écran. On est reparti sur le back-office de ton site. Donc, une fois dans ton back-office WordPress, tu vas voir que c'est assez simple. Tu vas vraiment t'y faire rapidement. Dans ton tableau de bord, donc tout dépend les plugins, les templates que tu vas installer. Tu vas voir qu'ici, là, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais ça va se rajouter un petit peu. Dans le tableau de bord, tu pourras ajouter les informations principales qui t'intéressent. Moi, ce que je vais te proposer d'installer dans un premier temps, c'est un outil de tracking. Par exemple, Google Analytics, il permet de suivre le trafic de ton site en temps réel, jour par jour, savoir qui vient sur ton site, combien sont venus par jour et quelle page ils ont visité en premier, quelle est la page la plus populaire. Donc rapidement, voilà, c'est très simple, hein. Tu veux écrire des articles de blog, tu vas dans article ici, ajouter, donc tu vas voir que c'est quasiment la même interface que Word, c'est vraiment très simple. Les médias, tu vas pouvoir ajouter des photos, des vidéos, des PDF, des fichiers, tous les fichiers que tu peux installer, tu vas pouvoir les mettre en ligne directement ici pour après les mettre dans tes articles ou tes pages. Les pages sont ici, c'est la même interface que l'article qui est là. Simplement les pages, ça va être les pages principales, par exemple ta page d'accueil, ta page à propos, ta page contact. À la différence que les articles, ça va être des articles de blog. Les articles en fait vont être dans les pages. Donc les pages ont un niveau au-dessus. Les commentaires, donc ça si tu as un blog, tu vas recevoir des commentaires de personnes qui viennent rédiger voilà, des avis sur des articles de blog. Apparence, c'est là où on va choisir un template directement et le personnaliser. Donc ça j'y reviendrai. Les extensions, donc les plugins qu'on va pouvoir ajouter et paramétrer ici. Les utilisateurs, donc ça si tu es seul à te servir ton site, donc tu n'as pas besoin d'y toucher. Mais voilà, tu peux ajouter plusieurs autres personnes de ton équipe par exemple dans cette partie du menu. Les outils, on va rien toucher. Et c'est les réglages, c'est là où on va agir de suite. Je vais te montrer comment déjà paramétrer ton site WordPress. Donc si tu cliques sur Général dans un premier temps, donc ici tu vas avoir le titre de ton site, le slogan, donc tu peux les ajouter. Tu vas voir qu'avec le template qu'on va utiliser, on ne va pas s'en servir, mais bon pour le moment tu peux les mettre ici. Tu verras qu'ils vont s'afficher dans le front office directement, dans la version qui est accessible aux utilisateurs. Ici tu n'as rien à toucher, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement passer ton site en HTTPS, donc là on voit que le site est HTTP. HTTPS ça veut dire que ton site va être sécurisé. Il va avoir un petit cadenas vert qui va s'afficher en haut ici. Google a clairement indiqué que les sites HTTPS étaient beaucoup plus favorisés que les sites HTTP dans les moteurs de recherche. Donc c'est important que ton site, on démarre de suite à le passer HTTPS parce que le passer après, une fois que le site est déjà créé, c'est un peu plus compliqué. Donc je le propose dans la formation niveau 2, il y a un tuto vidéo pour montrer comment on fait. Mais si on part directement avec un site qui est HTTPS, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Donc la première chose à faire, c'est de changer ici l'adresse de ton site. Tu vas simplement ajouter ici un S et là un S. Voilà. Là, il nous affiche, tu vois, non sécurisé. Une fois que tu auras validé, il t'affichera sécurisé. Donc là, tu touches à rien, tu valides directement ici. Ce qui est important de savoir, tu risques d'être déconnecté du site parce que tu vas changer ton site, tu vas aller sur la version HTTPS. Donc ce ne sera pas le même site. Tu vas changer d'interface, tu vas être déconnecté. Il suffit juste que tu te reconnectes et tu accéderas à ton back-office. Une fois que tu as fait ça, c'est là où ça se complique un petit peu. On va devoir faire du code HTML. Donc t'inquiète pas, c'est vraiment pas compliqué. Si tu ne te sens pas de faire cette petite manipulation avec le code, tu peux sauter cette étape. J'y reviendrai à la fin de la vidéo, ou c'est dans la prochaine vidéo où je te montrerai voilà, très simplement avec un plugin comment faire pour que ce soit fait automatiquement sans passer par tout ce code. Donc là en FTP, j'ai tout du coup les fichiers de mon site. Là, par exemple, dans Content, je vais avoir tout ce qui va contenir les fichiers de langage, donc la version française-anglaise de mon site, les plugins, les templates, les sauvegardes, voilà, j'ai beaucoup de choses. Ici, j'ai tous les fichiers principaux, donc là, c'est ce qu'on appelle la racine du site, et c'est là où on va agir sur certains fichiers pour passer ton code en HTTPS. Parce que là, pour le moment, ta page d'accueil est en HTTPS, mais la personne qui va par exemple taper la version HTTP de ton site, elle ne va pas atterrir sur la version HTTPS. C'est-à-dire que ton site maintenant va être en double. Il va avoir une version HTTP, une version HTTPS. Et ça pour Google, c'est pas bien d'avoir un site avec les mêmes contenus. C'est ce qu'il appelle du duplicate content, donc du contenu copié en double. Pour lui, voilà, c'est pas bon du tout. Donc il faut que la personne qui arrive sur le site en HTTP, elle soit redirigée automatiquement sur la version HTTPS. Et ça, on est obligé de passer par le code pour faire la petite manipulation.
Donc avant tout, il faut que tu télécharges un petit logiciel, encore une fois, qui est gratuit, qui s'appelle Notepad++. Je t'ai mis le lien dans le fichier annexe. Une fois que tu l'as téléchargé, tu vas pouvoir lire ces documents qui sont en version PHP. Donc tu ne peux pas les lire avec un autre logiciel, comme Word ou Bloc-Notes par exemple. Là, le fichier qui nous intéressait, c'est le WP config qui est là. Donc tu vas le sélectionner, tu vas simplement le glisser-déposer dans ton bureau. Voilà, mon bureau est à gauche. Une fois ouvert, il ressemble à ça. Donc voilà, la plupart de tes fichiers vont ressembler à tout ça. C'est voilà, un petit peu complexe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter simplement un bout de code, celui-ci, qui est là. Hop, je vais le copier ici et je vais le coller ici en ligne 2. Voilà. Je le copie ici, j'enregistre et je vais reprendre ce fichier et le transférer dans FileZilla. Je le prends ici, je retourne dans FileZilla, hop, et ça va remplacer la version en place. Je te conseille, avant de faire cette petite manipulation, de prendre le fichier config et de l'exporter dans un dossier, au cas où tu te plantes sur la version où il y a un bug qui se crée quand tu modifies la version qui est là. Au moins tu peux reprendre la deuxième, celle d'origine, et hop, directement la glisser, déposer ici et tout rentrer dans l'ordre. Ça, c'était la première étape, donc voilà, c'était pas trop compliqué. Il en reste une dernière, une petite. On va aller chercher un autre fichier qui est très important, qui s'appelle ici htaccess. Je le mets sur mon bureau. Hop. Je vais l'ouvrir. Voilà, il ressemble à ça. Et ici, je vais ajouter un autre bout de code qui est là. Je vais le copier, je vais l'ajouter tout en haut, en ligne 1. Hop. Je vais faire de la place. Hop, je l'ajoute ici. Ici, tu remplaces bien par ton nom de domaine. Tu valides. Hop. Et le htaccess, tu le retransfères dans FileZilla, ici. Et voilà. Donc tout est OK maintenant, tu peux retourner sur ton site pour voir s'il n'y a pas de bug. N'oublie pas de faire des sauvegardes de ce fichier-là. Tu le transfères sur ton bureau, puis sur un dossier. Au cas où voilà, il y a un problème dans le code. Si vraiment tu as peur de faire cette manipulation, parce que ça peut vraiment casser le site, ça peut être problématique, je t'ai dit, saute cette étape. On va utiliser un plugin par la suite qui permet de faire ça en un seul clic. C'est beaucoup plus facile. Donc maintenant que ton site est en HTTPS, on va pouvoir passer aux autres réglages. Donc ici, écriture, on n'a besoin de rien toucher, on va aller directement dans lecture. Dans lecture, tu vas simplement ici afficher une page statique. Et là, on pourra choisir une page d'accueil qu'on pourra déterminer plus tard. On y reviendra. Également une page blog. Le site doit compter au moins 10 articles par page. Donc ça, on y reviendra également. Pour chaque article du flux à fournir, tu vas chercher l'extrait ici pour que quand tu arrives sur une page blog, il n'y ait pas l'article entier qui apparaisse à la suite, mais seulement un extrait. Chaque article aura son propre extrait. Ça évite d'avoir des pages à rallonge avec les articles entiers dessus. Et tu coches bien ici cette case, visibilité pour les moteurs de recherche, c'est là où on va bloquer les robots de Google sur ton site. Une fois que tu as validé là, on va dans discussion. Ici tu peux cocher déjà, avant la publication d'un commentaire, doit être approuvé manuellement. Tu peux également cocher cette case ici si tu veux recevoir un email dès qu'il y a un commentaire qui est en attente. Et quand tu descends en bas, ici, tu vas mettre que les commentaires sont réservés aux plus de 17 ans, pour ne pas avoir de soucis. Et ici, tu vas pouvoir ajouter quand la personne laisse un commentaire, elle peut afficher une image. L'idéal, c'est d'utiliser le logo Gravatar, c'est celui qui est le plus utilisé par WordPress. Pour y aller, tu vas simplement aller sur le site gravatar.com, tu t'enregistres et en fait, tu vas lier ton adresse email à une photo. Tu peux le faire pour plusieurs adresses email et plusieurs photos. Ce qui veut dire que toi, quand tu iras commenter des articles de blog, ou même quand toi tu écris un article de blog sur ton site, va y avoir ta photo directement au lieu de ce petit truc bleu moche. Il y aura directement ta photo comme en haut ici à droite, ce qui s'affiche pour moi. On valide ici. Ensuite, dans médias, on n'a rien à toucher. Tu verras qu'on utilisera des plugins qui vont gérer les médias. Et dans les permaliens, c'est là où c'est assez important. Les permaliens, c'est tout ce qu'il y a après le nom de domaine. Donc c'est là où tu vas déterminer, est-ce que tu mets une date, la date de la publication de l'article, voilà, qu'est-ce que tu mets après l'URL, dans ce qu'on appelle l'URI.
Il faut que ce soit le plus simple possible, donc la structure la meilleure pour le référencement naturel, c'est celle qui est là. Donc tu mets celle-ci, slash, pourcentage, postname, pourcentage, slash. Tu vas voir qu'une fois que tu as validé, quand tu auras cliqué ici, que tu auras validé, il te mettra directement le nom de l'article. Mais bon, c'est totalement normal, il l'aura bien pris en compte, il n'y aura pas de souci. Ça, il faut le modifier du coup dès le début. Après, par contre, il faudra plus le toucher du tout parce que si tu changes quelque chose ici, ça va changer la structure de toutes les URL de ton site et ça va mettre une grosse pagaille. Donc mets bien postname ici, tu valides et là on n'y revient plus jamais ici. Pour ce qui concerne la confidentialité, on y reviendra et j'ai une vidéo dédiée au tout ce qui va être mention légale, politique de confidentialité et tout ce qui est légal sur ton site. Du coup pour cette vidéo on a terminé, donc ton site est en ligne, il est paramétré. Tu peux déjà un petit peu essayer de tâter le terrain, aller dans article, page, voir un petit peu comment ça fonctionne. Dans la deuxième vidéo, on va aller vraiment à fond dedans. Je vais te montrer les plugins, je vais te montrer des templates, on va les installer et je vais te montrer vraiment comment paramétrer, configurer ton site, que ce soit un e-commerce, que ce soit un blog, que ce soit un site multilangue ou que ce soit simplement un site vitrine. Je vais te montrer comment le designer et vraiment là le concevoir.